chers ivoiriens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du Seigneur, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bonjour à toutes ces belles âmes qui nous suivent en ce 31 janvier 2024. Merci de nous faire confiance. Merci d'être sur la plateforme éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui, nous avons 4 sujets. Le premier sujet, c'est ma réponse à Jean-Yves Esso-Essis. Il a écrit une lettre hier, 30 janvier 2024, à M. Koulibaly Kubier Ibrahim, le président de la CEI. Et personnellement, j'ai tenu à apporter la réplique pour lever tous les équivoques et tous les doutes qu'ils veulent installer en pensant qu'ils peuvent tromper les gens. Le deuxième sujet, c'est que maintenant, on peut faire certains documents de justice comme par exemple le certificat de nationalité. On peut déjà faire les demandes en ligne. On va rapidement vous parler de cela. Un deuxième sujet. Le troisième sujet, on va revenir pour montrer à Gbagbo que si lui, il ne sait plus ce qu'il a dit hier, les faits et les dits sont là. On va lui rappeler que son commerce qui consiste à vendre du vent depuis 1990, que ce commerce-là ne peut plus tenir. Et ce sera tout. Ce sera donc 3 sujets, vous m'excuserez, que nous allons donc présenter aujourd'hui. Ma réponse à Jean-Yves Esso-Essis. Lettre ouverte numéro 2. À l'attention de Koulibaly Kubier Ibrahim, président de la CEI, lettre écrite par Jean-Yves Esso-Essis, Abidjan le 30 janvier 2025. Et donc vous comprendrez que ce Jean-Yves Esso-Essis, un apprenti repéro, écrit une lettre, et c'est la deuxième fois, à M. Koulibaly Kubier. Et quand je vais lire la lettre, c'est une lettre qui est teintée d'arrogance, une lettre qui est truffée de menaces, comme si leurs menaces peuvent effrayer quelqu'un, comme s'il finit de parler, Dieu même sera obligé de faire changer la réalité en leur faveur. Et face à ces individus de cet acabit, de ce genre, il est important de leur apporter la réponse qu'il faut et de façon claire et nette pour qu'on puisse avancer. Et donc il écrit, objet, enrôlement 2025, raisonnement par l'absurde. Ça veut dire, lui il est devenu philosophe. Mais cette nouvelle pratique de la philosophie à laquelle tu veux t'essayer là, tu peux la faire avec les ignorants du PDCI, avec les idiots qui sont truffés dans le PDCI là. C'est avec eux que tu peux faire ça. Sinon, tu dis que tu vas raisonner par l'absurde. Il n'y a pas de problème. La loi n'indiquant pas de période prédéfinie pour l'opération de révision de la liste électorale annuelle obligatoire, vous avez dit il y a quelques jours que vous comptiez organiser cette opération de l'enrôlement 2025 après les élections présidentielles. Eh bien, soit raisonnons par l'absurde. Chers parents, vous savez, quand on fait la philosophie, il y a plusieurs manières de réfléchir.
Ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, c'est par exemple, je dis, la vie, puisqu'elle finit toujours par la mort, je pose la question, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Quand je pose cette question donc, et que je commence à regarder comment toute vie finit, je peux donc conclure que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, il dit c'est ce même style-là qu'il va employer pour démontrer à travers son raisonnement que M. Koulibaly Kubière a menti. Mais déjà, ce qu'il oublie, monsieur le philosophe de la dernière minute, c'est que ton prémisse de base est faux. Ton postulat de base est faux. Tu dis très bien ici que la loi n'indique pas de période prédéfinie pour l'enrôlement obligatoire annuel. Ça, c'est vrai. Mais là où tu mens dans ton prémisse, c'est que tu dis que lorsque Koulibaly Kubière était devant l'ordre des avocats, il y a quelques jours, qu'il a dit qu'il compte organiser l'enrôlement 2025 après les élections. Tu as mis ça en grand caractère en pensant que, et justement, c'est le mensonge. C'est la partie où tu as menti. Mais tu as pensé que tu n'as pas d'homme intelligent en face de toi. Et tu as fait l'erreur de mettre en grand caractère, c'est-à-dire que tu t'es dévoilé pour montrer que tu es vraiment une nullité. Ce n'est pas ce que M. Koulibaly Kubière a dit. Et je mets quiconque au défi. Et je peux vous lire exactement ce que M. Koulibaly Kubière a dit. Et voici ce que M. Koulibaly Kubière a dit, que tout le monde peut vérifier. Ça ne date pas de l'époque de Mathusalem. La loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections. Point. La loi dit que la révision doit se faire chaque année. Point. Donc, virgule, elle peut se faire après les élections. Signé Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI, devant l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire le jeudi 23 janvier 2025. Voilà ce qui a été dit. Donc, l'opération d'enrôlement peut se faire après les élections. Donc, monsieur le philosophe des bas-fonds, d'abord, ton postulat de base est basé sur du mensonge et de la tromperie. Parce que quand tu prends les propos de quelqu'un, tu dois être capable de les inscrire au style direct pour montrer que tu es sérieux. Et donc, déjà même, en voulant dire que tu veux raisonner par l'absurde, tu es en train de raisonner sur base de mensonges. Parce que tu ne rapportes même pas les propos de la personne correctement. Il n'a pas dit qu'il va organiser ou mais qu'il compte organiser, comme tu as écrit, les élections, les opérations d'enrôlement. Il a dit on peut. Et le verbe ici, je vais te reprendre pour t'amener au CE1, au cours élémentaire première année, pour t'expliquer ce que c'est qu'un verbe et le sens des verbes. Je vais t'expliquer tout ça. Et tu comprendras que la philosophie, c'est pas fait pour des êtres en détail comme toi, Yves et SO6. C'est fait pour des gens accomplis comme nous autres. Et donc, il part de là pour dire, eh bien, soit. Raisonnons par l'absurde. Analyse. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle de fin octobre 2025, le Conseil constitutionnel validera très certainement le 6 novembre 2025 les résultats proclamés de la CEI le 3 novembre 2025 si tout se passe bien. Jusque-là, je pense que nous sommes tous d'accord. Il dit donc si les élections se font en octobre et que le Conseil constitutionnel valide et que les résultats qui sont donnés sont validés, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier tour. Donc, en un mot, selon lui, il est en train de mettre les bases de sa stratégie pour casser du Kubière. Il dit donc, si on fait les élections au premier tour et que tout se passe bien, on est tous d'accord, ça se passe en octobre, jusqu'en novembre, tout est validé. On passe donc au deuxième tour.
Le deuxième tour de la présidentielle ne pourra être fixé qu'après 2 semaines, soit au mieux le 21 novembre 2025. Les résultats définis de l'élection présidentielle seront proclamés certainement fin novembre 2025 pour une investiture officielle du nouveau président élu à la mi-décembre 2025. Dans le meilleur des cas, je pense là aussi que nous pouvons tous nous accorder sur ce chronogramme. Il dit si les élections au deuxième tour, si on va au deuxième tour, déjà sa promesse est fausse aussi ici. Parce que rien ne prouve qu'on ira au deuxième tour. Ne prenez pas cela comme une vérité absolue. Les interprétations et vos fantasmagories ne peuvent pas prospérer. Et tu t'essaies à un exercice dans lequel tu n'as aucune formation. C'est des gens comme moi qui peuvent faire ça. D'abord, ta prémisse de base est fausse. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas ce que la personne a dit. La personne n'a pas dit on va ou non on doit organiser les élections après, pardon, l'enrôlement après les élections. Il a dit on peut, il a utilisé le verbe pouvoir et je vais t'expliquer ça. Deuxièmement, les postulats de base que tu mets en place, qu'on appelle les prémices, ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce que tu supposes que si on va, selon le chronogramme actuel, à des élections au premier tour en octobre 2025 et qu'il y a un deuxième tour, donc dans le meilleur des cas possibles, on sera déjà pratiquement dans la deuxième semaine de décembre 2025. Est-ce qu'en 2 semaines, on peut organiser l'enrôlement? Voilà ce que tu veux démontrer. Mes chers messieurs, je te retourne ta stratégie de réflexion par lapsus contre toi-même en prenant tes 2 prémices pour te poser une question. Ou par quelle magie as-tu eu la possibilité de savoir que nous aurons un deuxième tour? Parce que c'est tellement absurde qu'il faut que tu nous prouves qu'on ira forcément à un deuxième tour. Rien ne prouve que nous irons à un deuxième tour. Et donc là, ça vient invalider la soi-disant réflexion ou les soi-disant réflexions que tu voulais émettre ici. Et donc, quand on veut dire quelque chose, il faut avoir au moins les arguments intellectuels. Et non se baser sur du mensonge, sur l'extrapolation et sur la malhonnêteté intellectuelle de vouloir tromper des gens. Peut-être c'est les moutons du PDC que vous pouvez tromper, mais ce n'est pas nous. Regarde comment je suis en train de te démonter en petites pièces. Et donc, il vient maintenant pour nous faire la conclusion. De vous à nous, pour être honnête, et il met honnête en grand caractère, mais qui vous a dit qu'au PDCI, là, vous avez le monopole de l'honnêteté? Dans ce pays-là, si on dit de citer les grands voleurs du pays, là, c'est parmi le PDCI. Donc, le mot honnête, là, c'est quelque chose que vous devez utiliser avec beaucoup de modestie. Pour être honnête avec vous-même, avec vos proches, par respect et considération pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui vous assure des émoluments mensuels avec ses impôts, dites-nous s'il vous plaît, M. Coulibaly Kubière, président de la CEI, par quelle alchimie pourriez-vous organiser l'enrôlement de 2025 après les élections présidentielles d'octobre 2025? Et là, il est important de t'expliquer. Sinon, j'ai déjà fait le travail. Mais comme tu veux qu'on rentre dans la moralité, je vais te donner aussi quelques leçons d'éducation morale et civique. D'abord, en âge là, M. Coulibaly Kubière est plus âgé que toi. De 2, intellectuellement parlant, il vaut mieux que toi. Et de 3, on vient de montrer qu'un homme qui se respecte, qui a de l'honnêteté là, tu n'aurais pas dû interpréter ce que M. Coulibaly Kubière a dit. Les prémices que tu as émises là, tu aurais dû mettre ça pour dire voilà ce que monsieur a dit. Et comme je l'ai fait, j'ai pris les propos, même les points, j'ai cité les virgules, je les ai cités. Et ça démontre que ce que toi tu as dit est faux. Parce que ce que M. Coulibaly a dit, il dit on peut organiser les élections après donc, l'enrôlement après les élections. Il n'a pas dit on doit organiser ou même on va organiser. Et donc, en voulant mentir aux gens, tu viens toi-même d'invalider ta thèse. Et la deuxième chose qui invalide complètement ta thèse, comme tu veux réfléchir de façon absurde,
quand tu mets les prémices que on va aller à un premier tour et forcément se retrouver dans un deuxième tour, mais ta prémisse, la seconde est fausse. Parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'on doit nécessairement et impérativement aller à un deuxième tour. Donc ça veut dire que ce que tu dis là, ça ne tient sur rien. Et donc tu invites M. Koulibaly Kubière à être honnête envers lui-même, envers ses proches, et par respect et considération pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui prennent leur impôt pour payer M. Koulibaly Kubière. Et donc tu veux l'obliger moralement, et tu veux l'obliger devant sa conscience à lui rappeler que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui nourrit M. Koulibaly Kubière. C'est très bien. Mais lui, M. Koulibaly Kubière, là, lui n'est pas à son poste par reconnaissance. C'est parce que il a été un magistrat hors hiérarchie qui a fait ses capacités qu'il était là et qu'il est là encore. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé juste parce qu'il est militant d'un parti politique et qu'il sait jouer les haut-parleurs comme toi, Yves Esso et 6. M. Koulibaly Kubière, là où il est là, si toi aussi là, tu avais étudié et puis tu étais aussi honnête que lui là, tu pouvais te retrouver là. Lui n'a pas eu besoin de quelques partis politiques pour pouvoir se retrouver là. Ça veut dire donc que c'est sur la base de sa connaissance. Ça, c'est une très grande différence. Et deuxième chose, quand tu veux parler de l'argent des impôts qui est pris pour nourrir M. Koulibaly Kubière, laisse-moi te dire que vous, qui avez sucé les Ivoiriens sans montrer d'utilité au peuple ivoirien là, il n'y a pas un parti de sanctions qui a été plus néfaste pour la Côte d'Ivoire que le PDCI. Votre parti qu'on appelle le PDCI là, c'est un parti qui ne vit que de rente de la République. Ça veut dire si la Côte d'Ivoire ne produit rien, si les fils et les filles de la Côte d'Ivoire ne produisent rien là, vous ne pouvez pas vivre. Parce que vous là, des comme toi Yves et SO6 là, c'est vous les enfants de ceux qui collectaient les aumônes, les offrandes, les sacrifices, ce que les Dula appellent les sarakas de la République là. C'est vous, vos pères et vos mères là, qui ont collecté ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voulez vous la jouer en mode arrogance. Alors que même intellectuellement parlant, vous êtes des gros sacs vides. Parce que regarde ce que tu as fait. Tu veux te mettre dans un exercice de la honte. Mais nous là, on va vous écraser sans pitié avec le poids de la vérité crue. Est-ce qu'on ne dit pas au quartier que des chiens peuvent continuer d'aboyer, mais la caravane RHDP là, avec son chauffeur Alassane Dramane Ouattara là, on va faire bon chauffeur jusqu'en 2030. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va nous arrêter. Ce que le monsieur a dit est très clair. Tu poses la question de savoir par quelle magie on va réaliser l'enrôlement après les élections de 2025, d'octobre 2025. Pourtant, la réponse est très simple. Mais on peut trouver un remède à tout. Mais être idiot là, il n'y a pas de médicament pour ça. Être idiot là, il n'y a pas de médicament pour ça. Pourtant, être idiot là, ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des gens qui choisissent volontairement d'être des idiots. Et c'est dans cet exercice-là que tu t'es mis. Et c'est pas nous, on va avoir pitié de toi. On va te prendre et puis te décortiquer et puis te montrer aux gens. Là, la prochaine fois, tu vas prendre le temps de savoir respecter les Ivoiriens et de savoir que parmi les Ivoiriens, il y a des intellectuels. Et donc, la question que tu poses là, il n'y a pas d'alchimie. Une élection là, ce n'est pas un exercice de magie. Tu t'en vas utiliser des mots que tu ne maîtrises même pas. Monsieur Koulibaly Kubière là, s'il était magicien là, il n'allait pas être là. On n'a pas besoin d'un alchimiste pour organiser un enrôlement. On n'a pas besoin d'un alchimiste pour organiser une élection présidentielle. On a besoin d'un homme qui peut faire respecter le droit et qui peut faire son travail, c'est tout. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, le PDCI, là, si vous aviez l'habitude de tricher aux élections avec votre soi-disant technologie électorale, qui est une stratégie huilée de tromperie des masses, sachez que nous autres, on n'a pas besoin de ça. Et cette Côte d'Ivoire-là, elle est belle et bien révolue. Donc, pour te répondre, l'opération de révision de la liste électorale, là, comme tu veux agir comme un homme bête, on va te donner aussi une réponse bête. L'opération d'enrôlement 2025, là, ça a commencé du 19 octobre 2024 jusqu'au 17 novembre 2024. Est-ce que tu comprends bien?
Et ça concernait tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, qui voulaient s'inscrire sur la liste électorale. Ça a commencé. Mais ce que tu ne veux pas comprendre par malhonnêteté, c'est que le début d'un enfant, là, quand la femme prend la grossesse, là, c'est pas dès que la femme prend grossesse, elle accouche. C'est par processus. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'enrôlement, là, c'est pas seulement le fait d'aller s'arrêter en rang pour écrire les noms sur les listes. Mais il y a encore d'autres étapes. Et donc, ce qui a commencé le 19 octobre 2024, pour prendre fin le 17 novembre 2024, là, ce n'était qu'une phase, et la première phase, et la plus simple. Mais la suite, c'est ce que je vais vous donner, et de façon très claire. La suite du calendrier électoral, là, le roi vous a dit ça hier, mais je vais rappeler pour enlever toutes les écailles qui sont sur votre cerveau. Et donc, M. Koulibaly Kubier, comme je viens de vous lire son propos, contrairement au mensonge que tu voulais dire, M. Koulibaly n'a jamais dit, en tout cas, le 23 janvier devant l'ordre des avocats, je vous mets au défi, si vous avez un peu de dignité, faites sortir les propos de M. Koulibaly Kubier en vidéo, en écrit et mettez-les devant tout le monde. Et si ce que je dis est faux, ou même si ce que toi tu as dit est vrai, le monde entier va voir. Et tu ne pourras jamais le faire, parce que tu sais que tu voulais tromper les gens. Et tu sais que tu as menti aux gens. M. Koulibaly Kubier, ce qu'il a dit, je vous l'ai dit et je vous le répète encore. La révision, la loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections. La loi dit que la révision doit se faire chaque année. Donc, elle peut se faire après les élections. C'est le verbe pouvoir, là. C'est là. C'est sur ça que vous avez voulu tromper les gens. Et c'est important de le dire. Et le message qui est dit ici est clair. L'opération de révision de la liste électorale, on peut la faire après les élections. On ne va même pas rentrer dans un cours de grammaire. Allons simplement avec le verbe. On va lui faciliter la tâche. Ici, le verbe que M. Koulibaly a utilisé là, c'est le verbe pouvoir. On peut. Il n'a pas utilisé le verbe devoir. On doit organiser les élections. L'enrôlement après les élections. Il n'a pas utilisé ça. Ce qui nous aurait mis dans une obligation absolue. Il n'a pas utilisé le verbe aller. On va organiser les élections. L'enrôlement après les élections. Ce qui nous aurait mis dans une situation de factuel pour dire on a dit et donc on doit faire. Il a dit on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça veut dire quoi? Monsieur cher philosophe de la dernière minute, le philosophe des bas-fonds, qui voulait, par déficit de connaissances, tu voulais nous conduire à réfléchir par l'absurde. Mais viens, Yves SO6, viens. Je constate que tu n'étais pas très attentif quand ton instituteur du cours élémentaire première année donnait des leçons sur le sens et la valeur des verbes. Tu ne suivais pas les cours. Et c'est pourquoi tu es devenu repéro dans ta vie. Et tu es obligé de crier beaucoup. Mais je vais t'aider gratuitement. Parce que c'est entre Ivoiriens. Et surtout, des gens dignes comme nous n'ont pas de problème à donner des leçons gratuitement à des enfants de collecteurs de sacrifices de la République comme toi, Yves SO6, qui veut s'improviser philosophe de la dernière heure. Donc, ce qu'on va faire, on va se la jouer doucement. Tu vois, quand on était au CE1 là, tu viens de montrer toute ta nullité. Quand on était au CE1, le cours élémentaire première année là, un verbe permet de désigner une action du sujet dans un contexte donné. Un verbe là, ça veut dire, quand on parle d'un verbe dans une phrase là, le verbe montre l'action que le sujet réalise. Ça veut dire, dans une phrase là, une phrase commence par un sujet, un groupe verbal et un complément. Dans une phrase,
sujet, verbe, complément, le verbe va venir montrer l'action que le sujet fait. Exemple, je parle. Ici, qui est je? C'est moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire sortir ma voix. C'est ça qui est parler. Et donc, le verbe permet de désigner l'action que la personne réalise dans la phrase. Ou bien dans le contexte, si vous voulez. Et donc ici, M. Koulibaly Kubière, lorsqu'il s'est exprimé devant l'ordre des avocats pour dire qu'on peut organiser l'enrôlement après les élections, c'est tellement simple et clair. Le verbe pouvoir ici, là, c'est quelle action que ça démontre? Ça veut dire, d'abord le on c'est un pronom indéfini, mais tout ça ce sont des leçons de grammaire qui sont extrêmement difficiles pour toi. Et donc on va se baser simplement sur le verbe. Ça c'est un coup du CE1. Le verbe pouvoir ici, on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça veut dire, le verbe pouvoir là, démontre la possibilité de, avoir les moyens de, être capable de, être en état de, être en mesure de, être dans une situation de. Donc, ce que ça démontre ici, ça veut dire, ça nous conduit dans une hypothèse. Et quand on parle d'une hypothèse, on peut organiser l'enrôlement après les élections. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas aussi organiser l'enrôlement avant les élections. Une hypothèse est simplement une hypothèse, un avis qu'on émet. Mais ce n'est pas à sens unique. Et justement, l'enrôlement a commencé en 2024. Et l'enrôlement se poursuit. Mais tout le monde voit ça, sauf vous. L'enrôlement n'est pas simplement le fait de se mettre en rang pour aller écrire les noms des gens. Vous êtes dans le spectaculaire. Mais ça n'intéresse personne. Il y a tout un travail technique qui doit se faire aussi. Et ça, gratuitement, on va te donner ce calendrier-là. En début mars 2025, les gens qui voulaient aller écrire leur nom, là, ils ont écrit leur nom. À partir de mars 2025, là, on va afficher la liste électorale provisoire. À partir du 15 mars, on va leur dire, venez faire les réclamations. Et on va laisser 15 jours. Les 3 millions de personnes qui sont des cadavres ou même des étrangers là, c'est le meilleur moment de venir les enlever sur la liste électorale. Vous avez crié devant tout le monde. Mais maintenant là, c'est le meilleur moment de venir pour enlever les millions de personnes qui ne devaient pas être sur la liste électorale là. En tout cas, on vous attend. Si vous arrivez à faire ça là, vous avez déjà tué le match. Parce que si vous arrivez à prouver qu'il y a 3 millions de personnes, vous enlevez les cadavres plus les 3 millions de personnes qui sont sur la liste, vous gagnez déjà les élections. Après donc, réception des réclamations, 72 heures après, c'est-à-dire 3 jours après la fin des réclamations qui se fera sur 15 jours, les mêmes réclamations seront affichées, tout le monde va aller regarder. Et 5 jours après l'affichage des réclamations, on va ouvrir encore 5 autres jours pour porter des observations sur les réclamations. C'est que tout le monde voit là. Voilà ce qu'on a dit, voilà, voilà, voilà. Tout le monde, vous allez prouver devant tout le monde. Après cela donc, il y aura les délibérations. Ça veut dire, ce que les gens ont dénoncé là, on va venir pour porter des avis là-dessus et puis prendre une décision finale. C'est ce qu'on appelle la délibération. Et après donc les délibérations qui vont se faire sur 7 jours vont suivre l'ouverture de la phase judiciaire. Et ça va prendre 8 jours. Et après cela, la transmission et la prise en compte des décisions. Ils vont prendre 45 jours pour faire ça.
Et la liste définitive va sortir à partir du 15 juin 2025. Et à partir du 30 juin 2025, ils vont remettre la liste définitive à tous les partis politiques. Et puis jusqu'en fin août, on va demander aux candidats de parrainer, de collecter leur parrainage pour pouvoir déposer leur candidature. Donc tout ça là, c'est ça aussi on appelle l'enrôlement. Et donc, si on t'explique bien que tu as compris tout ça, j'espère que ça va t'aider. Monsieur Coulibaly Kubier, vous allez organiser cette opération de l'enrôlement prévu dans nos textes de loi, que vous le voulez ou non. Là maintenant, en grand caractère, il dit, Coulibaly Kubier là, il va manger son totem avec eux. Que ce qu'eux ils disent, ils veulent là, que Coulibaly Kubier va faire ça. Qu'il le veuille ou pas, il va faire ça. Dans la paix, dans la joie, la bonne humeur et pour le bien-être des populations qui aspirent à vivre en harmonie et en totale réconciliation avec leurs semblables, de quelques obédiences politiques que ce soit. Vous voyez, quand on manque d'arguments, on tombe dans la violence. Bon, ce que tu as dit là, que Coulibaly Kubier là, vous, de la manière que vous voulez que les choses se passent là, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, que ça sera comme ça là. Bon, laissez-moi vous dire que l'enrôlement là, ce n'est pas une kermesse qui a pour obligation que tous les participants en ressortent joyeux, heureux, comme des clowns. Ce que je viens de t'expliquer là, on n'a pas besoin de clowns pour faire ça. Et on n'a pas besoin d'idiots de la kermesse pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc là, ce que tu dis là, si tu es vraiment garçon là, moi je te dis, votre enrôlement là, ça n'aura pas lieu. Et puis ce que vous pouvez faire là, faites. Et c'est ça on attend aussi. Vous paraissez être un esthète et un bon penseur, maîtrisant toutes les subtilités du droit. Eh bien, sachez donc qu'en bas de veste, on ne porte pas tapette. Et là maintenant, il fait dans les insultes. Il dit que Coulibaly Kubier joue les gangambas. Il montre que non, lui, il maîtrise. Qu'il montre qu'on dirait qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Il joue le bon penseur. Il pense qu'il maîtrise le droit. Mais que quand tu portes veste là, tu ne mets pas tapette en bas. Ouais, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais toi, le repéro, Yves SO6 là, toi qui parles comme Rambo là, j'espère que toi-même là, ce que tu es en train de dire, et puis tu te caches pour dire là, j'espère que toi-même là, tu vas te mettre devant un bataillon avec Kalash, RPG, et puis tu seras dans un char, et puis tu te mets devant le reste des repéros là. Et puis maintenant, on va se retrouver sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut faire accompagner ça. Il faut assaisonner ça avec des actions. Tu as bien dit, tout le monde a entendu dans ta lettre, qu'en bas de veste, là, on ne porte pas tapette. Il n'y a pas de problème. Si en bas de veste, là, il n'y a pas de tapette, là, mais toi, en bas de ta veste, là, nous, on va te prendre. Et puis, on va marquer photo de tapette dans ton dos et puis dans ton ventre, grâce à du fer qu'on va rougir à 200 degrés Celsius dans le feu. J'espère qu'on se comprend. Hein? Et donc, de la manière que vous envoyez là, on est prêt à vous donner comme ça. J'ai dit, nous on va faire dessin de tapettes là sur ton ventre et puis ton dos, avec fer comme pour les bœufs là. On va mettre au feu à 200 degrés et puis on va te marquer avec ça au ventre et puis au dos. Et puis après là, on te fait porter ta veste. À partir de ce jour-là, tu vas comprendre que en bas de veste, là, il y a tapette. Parce que quand tu vas partir, on va dire, mais pour toi, l'envoi, ça est sur ton ventre et puis ton dos. Vous n'allez pas regretter cette fois-ci. C'est vous qui êtes obligé de vous essayer à l'école de la violence. Sinon, là, ceux qui sont à l'université de la violence, là, eux n'ont plus besoin de faire leur publicité. Et il termine pour dire, vous ne réussirez pas à nous faire revivre la chienlit dans ce pays si tel est votre souhait. Mais aujourd'hui, qui est dans le désarroi? Aujourd'hui, qui dit et se dédie? Monsieur Coulibaly Kubier n'a pas pour vocation de créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Ceux qui créent la chienlit, là, c'est ceux qui ont eu intérêt à créer le terrorisme d'État en 2020 à travers le CNT. Et ça, c'est vous, les enfants des collecteurs des sacrifices de la République, là, c'est vous. Si la Côte d'Ivoire n'existe pas là, vous n'êtes rien. Parce que vous vivez des sacrifices que les Ivoiriens font. Et c'est pourquoi vous êtes en politique.
Tu as parlé du mot chien-lit. On entend le mot chien et puis lit. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci là, vous, vos chiens et vous-même là, on va vous écraser sur des lits en matelas bleu. C'est pas 2025 là. C'est en 2025 là. C'est maintenant vous êtes en train de faire votre inscription à la maternelle de la violence. Il n'y a pas de problème. Mais nous là, nous les gens du RDR là, depuis 1993, c'est nous on a vaincu la dictature de Bédié. C'est nous on a cassé Gueye dans ses égarements. C'est nous on a mis fin à la folie meurtrière du criminel Laurent Gbagbo. Donc entre vous qui voulez vous essayer depuis 2020, allez inscrire vos noms à la maternelle de la violence là. Et puis nous, qui sommes déjà à l'université de Sala, en 2025 là, vous allez goûter ce qu'on a appris à l'université de la violence là. Vous allez goûter la rigueur des guerriers du RDR. Si c'est vous seuls qui pouvez parler mal, qui pouvez menacer les autres, ceux qui ont déjà eu leur doctorat là, ils n'ont pas besoin de faire leur publicité. On vous attend dans les rues et on vous attend de quelque manière que vous voudriez. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet, je souhaiterais que tout le monde tape www.e en minuscule justice.ci. Si vous tapez ça de suite, vous allez vous retrouver sur un nouveau site. Et sur ce nouveau site-là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple faire la demande de votre certificat de nationalité. Si quelqu'un peut taper www.e minuscule justice.ci. Si quelqu'un peut mettre dans les commentaires. Et donc, comme je le disais, une fois que vous tapez, vous vous retrouvez sur un site. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification, c'est-à-dire l'ONESI, et c'est sécurisé. Et comment on a fait pour savoir ça? C'est le jeudi 30 janvier 2025. C'est le ministre Sansan Kambilé qui a fait la présentation devant les Ivoiriens. Et actuellement, c'est Yopougon et puis Dabou qu'ils ont utilisé pour essayer le projet pilote. Et quand ça va bien prendre, ils vont mettre ça partout en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce programme-là, vous verrez qu'il y aura un cachet électronique visible qu'on appelle le CEV. Et ça se passe à partir de l'application Verif by Onesi. Et donc, les documents seront validés dès que on va vérifier, le système même va vérifier. Vous savez, avec l'intelligence artificielle et puis les super calculateurs qu'on a en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout est en train d'être digitalisé et on arrive à vraiment comprendre presque tout. Et donc, grâce à ce système-là, on peut vérifier sur place les documents qu'on vous demande à travers des numéros et le système va valider ou bien rejeter. Avec les raisons, on vous donne tout. Et une fois que tout cela est fait, vous pouvez faire des demandes de vos documents. Les formats numériques, vous pouvez faire les demandes. Et ça, c'est à tout moment. Mais pourquoi ils ont fait ça? Vous connaissez, notre administration est trop lente dans les procédures. Et puis, on dit aussi pour lutter contre la vie chère, pour un certificat de nationalité, tu dois te déplacer. Ça fait beaucoup d'argent dépensé. Donc, c'est à tout ça qu'ils ont pensé. Comment diminuer les lenteurs administratives? Comment faciliter la vie aux Ivoiriens? Et surtout aussi, parce que quand les gens ont toujours accès aux papiers des gens, il y a beaucoup qui font de la falsification. Et donc, en ligne, là, ça va réduire beaucoup les falsifications. Et c'est de cela que Maire Aki parlait la dernière fois. Et nous disions ici que le gouvernement fait du travail. Et petit à petit, ils sont en train de travailler. Et comme disait le ministre, les Ivoiriens bénéficieront désormais d'un service rapide, plus sûr et plus accessible. Mais moi, là où ça me plaît beaucoup plus, c'est que les margouillards, là, les gens de l'AES, là, ça va gâter leur travail avec leurs complices gore qui sont incrustés dans la justice. Ceux qui étaient devant nos cours de justice, eux ne sont pas Ivoiriens. Mais si tu ne passes pas par eux, tu n'auras pas ton certificat de nationalité.
tu n'auras pas ton casier judiciaire, tu n'auras pas tes documents là. Si ce qui a été mis en place là, parce que en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on dit et puis c'est bien beau devant tout le monde. Mais quand on rentre dans la réalité là, peut-être que ça ne va pas marcher. Ça sera comme le site de e-emploi de RDR, RHDP. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est bien beau entendre. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? En tout cas, nous on informe dans un premier temps. Mais ce sera à vous les Ivoiriens d'essayer et de venir nous dire ce que c'est. Et nous, sans état d'âme, on va sortir pour venir leur dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de lois on prend en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses on dit, c'est bien beau, mais ça ne va pas quelque part. J'espère que ça là, ça ne va pas être aussi comme ça. Parce qu'il ne suffit pas de venir faire des grandes déclarations et puis après aller dormir. On attend des actions concrètes. Et donc, ça va permettre de simplifier les démarches administratives pour les Ivoiriens, ce qui va donc faire que les choses vont se faire rapidement. À partir de maintenant, lorsque ça sera maintenant mis sur l'espace public, les Ivoiriens pourront faire leurs demandes en ligne et c'est sécurisé. Et non seulement on gagne en temps, mais ça permet que tout le monde n'ait pas accès aux documents et ça diminue les risques de falsification des documents. Et si vous voulez, vous pouvez recevoir vos documents de forme numérique ou physique. Ça dépend de vous-même. Puisqu'il aura un nouveau système où il aura un cachet électronique et tout ça, c'est déjà sécurisé. Nous sommes dans un monde où la technologie évolue vite et tout ça, ça va aider les uns et les autres. Et cette digitalisation, c'est une volonté du gouvernement de moderniser l'administration publique et d'améliorer le fait que les Ivoiriens puissent avoir leurs papiers rapidement. Et donc, nous saluons le ministère de la Justice pour ce travail, mais nous souhaitons, comme dit Ado 100%, Éclaireur Pro Vérité, toujours, il faut prévoir le dispositif pour lire les documents dans l'administration pour déceler les faux. Effectivement. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être sans entrer dans certains détails, le supercalculateur et l'intelligence artificielle combinée, je crois que les évolutions en technologie se font vite et il y a beaucoup qui seront attrapés. Et au froid, là, vous allez lire, vous, les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens que Gbagbo avaient naturalisé, là. On va vous attraper. On va vous attraper. On ne va même pas faire publicité. Et puis ça sera la fin de ce que vous faites. Et donc, chers Ivoiriens, on va juger le www.e-justice.ci non pas par les effets d'annonce, mais par l'utilité que ça pourra apporter aux Ivoiriens de façon concrète. Donc, M. Sansan Kamile, l'ONESI, nous vous disons merci. On souhaite que l'opération soit un succès. Et on souhaite que l'opération atteigne vraiment tous ses objectifs. Mais nous serons sans sentiment lorsque sera venu le moment de vérifier pour décider de l'utilité. Si ça ne marche pas, là, on ne va pas vous louper. Ça aussi, on préfère vous dire ça dès le départ. Sujet numéro 3. Construction d'université, prix d'achat du cacao, démocratie, bien-être des populations. Comment Gbagbo a vendu du vent aux Ivoiriens depuis 1990. C'est un texte de l'avenir.ci que je vais lire rapidement. Depuis son retour de la prison de Schwenningen, Laurent Gbagbo a revêtu ses habits d'opposant historique où il claironne des promesses sans pouvoir jamais les tenir, même pendant ces 10 années passées au pouvoir. Le journal ici nous dit que depuis que Laurent Gbagbo il est quitté à la prison de la Haye et qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, il pense qu'il est le meilleur opposant. Il a porté son boubou d'opposant. Maintenant là, les mêmes promesses qu'il avait tenues en 90, il reprend le même procédé, il fait les mêmes choses, alors que ce qu'il oublie là, il a eu 10 ans pour diriger. Et pendant ces 10 ans-là, il n'a réalisé aucune de ses promesses. Et c'est lui encore qui vient, en 2025,
pour nous faire le même jeu. Là, la question qu'on se pose là, c'est Laurent Gbagbo qui est bête, ou même c'est nous, on est bête. En tout cas, il y a un parmi nous là qui est bête. Si ce n'est pas nous, c'est que c'est lui. Le week-end passé, face aux populations d'Adjamé Village, Laurent Gbagbo a de nouveau embouché sa fameuse trompette. Dans un discours qui frise le populisme et la manipulation, il a encore vendu du vent à ceux qui sont venus l'écouter. Est-ce qu'il n'est pas allé dire aux Hébrieux qu'il va reconstruire leur village? Mais il ne leur a pas expliqué comment. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il allait faciliter la vie aux Ivoiriens? Mais quand il conduisait les gens dans les cimetières, là, est-ce qu'il ne vous facilitait pas la vie? Parce que pour parler de la vie, il faut être vivant. Mais si tu n'es plus vivant, est-ce que tu peux connaître les difficultés de la vie? Et donc pour Laurent Gbagbo, quand il a dit qu'il allait vous faciliter la vie, ceux qui sont sortis pour marcher là, il a mis des balles dans leur tête pour leur faciliter la vie. Si tu n'es plus vivant, tu n'as plus besoin des difficultés de la vie. Donc, il allait s'arrêter devant. Parce que pour parler et vendre du vent là, il faut qu'il y ait des gens qui veulent acheter du vent. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent acheter du vent que Laurent Gbagbo trouve l'espace d'étaler son produit. Il dit aux Achans, aux Hébrieux là, vos villages là, où on a mis pont là, avec goudron là, je vais casser goudron là, je vais casser pont là, et puis on va construire taudis. Eux aussi, comme c'est ce qu'ils voulaient entendre, ils disent, ouais, on a compris. Ce discours populeux remet au goût du jour la longue liste des promesses jamais tenues par Laurent Gbagbo depuis l'opposition en 1990 jusqu'à ce jour, en passant par la parenthèse malheureuse de ces 10 années passées au pouvoir. Mais est-ce que le problème c'est Laurent Gbagbo? Si Laurent Gbagbo n'avait jamais eu le temps de diriger, on aurait pu dire il a beaucoup parlé, mais peut-être qu'il n'a jamais eu le temps de diriger. Mais pourtant, il a dirigé pendant 10 ans. Pourtant, bien avant ces 10 ans, il a fait des promesses. Lesquelles de ces promesses ont été réalisées? Zéro. Bon, Laurent Gbagbo est devenu très compatissant, c'est très bien. Pourtant, Laurent Gbagbo bénéficie des rentes viagères. Pourtant, Laurent Gbagbo et sa bande ont volé des milliards des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, c'est qu'on te demande là. Il faut prendre 1 milliard un jour. Il faut venir devant les populations de la Côte d'Ivoire là. Il faut partager ça. Ceux qui ont eu leur maison cassée là, vous les opposants là, si vous aimez vraiment ces personnes là, prenez 1 milliard partagé parmi ces personnes là pour leur dire allez payer des terrains. Même si c'est 10 personnes, l'histoire le retiendra. Laurent Gbagbo, il faut prendre 1 milliard dans ton argent là. Les gens de l'Ouest, les enfants que tu as donnés à la mort là, il faut aller donner ça à leurs parents. 1 million, 1 million. Ils vont savoir que tu ne les as pas oubliés. Sinon cette fois-ci là, ce sont les jeunes de Mama avec des rois gaillots que tu vas aller ramasser pour venir faire ta rébellion. Ton populisme, ça ne va plus passer. Cette fois-ci, là, tu n'auras pas les jeunes guéris, tu n'auras pas les jeunes ouais, tu n'auras pas les jeunes de l'Ouest. Tu vas devoir aller prendre les jeunes de Ouagayo pour venir faire ta rébellion. Parce que tu as laissé les jeunes de Ouagayo et de Mama pour sacrifier les gens de l'Ouest. Mais cette fois-ci, là, ça ne passera pas. À l'approche de la prochaine présidentielle en octobre 2025, Laurent Gbagbo s'est remis à faire miroiter aux populations un chapelet de promesses. Comme maintenant il y a les élections qui vont arriver en 2025, comme vous le peuple là, Laurent Gbagbo vous voit en mouton, les mêmes conneries qu'il avait fait en 90, si je viens, je vais construire une université avec 1 milliard. Ici les populations, voilà ce qu'on va faire. On va payer le cacao à 2500 le kilo. C'est la même chose. Ce sont des promesses. Mais une promesse n'est pas une vérité. Une promesse n'est pas une réalité. C'est juste une belle parole. Allez dire que lorsque Laurent Gbagbo en minuscule sera élu, il construira des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités dans chaque région de la Côte d'Ivoire. A-t-il lancé lors des assises des femmes de son nouveau parti, le PPACI, qui s'est tenu le 11 janvier 2025. Parole, 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 pourrait-on lui rétorquer en lui rappelant que de telles promesses venant de lui ne sont qu'un sermon d'ivrogne. Moi, j'irais plus loin pour dire que ce sont des fariboles. Le 11 janvier 2025,
Laurent Gbagbo, il était devant les femmes de son parti, la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire. Il dit quand on va le lire président là, lui va construire des écoles primaires, des lycées, des collèges avec des universités partout. Mais tu avais dit la même chose en 1990. Mais tu n'as même pas pu réaliser, même terrain pour faire, tu n'as pas pu. Laurent Gbagbo, au quartier là, on dit, tout ce que toi tu es là, c'est oba-oba seulement. Sinon, il n'y a rien dans toi. En bon français, on dira que tu ne fais que dans les fariboles. Mais c'est comme quelqu'un qui a bu son belé, qui est saoulé là. Laurent Gbagbo, c'est comme quelqu'un qui est comme ça. Un soulard là, s'il te fait une promesse là, et que toi tu crois là, c'est ton problème. Donc là, ces promesses de quelqu'un qui est saoulé au belé, si c'est ça qui vous plaît là, c'est votre problème. Laurent Gbagbo a dit ici aux étudiants ivoiriens qu'avec 10 milliards, là, lui, il finit avec tous les problèmes des universités en Côte d'Ivoire. Le passé de Laurent Gbagbo l'incline, en effet, à douter de la tenue de tels engagements. N'est-ce pas le même Laurent Gbagbo qui proclamait en 90, quand il était dans l'opposition, de régler tous les problèmes auxquels l'université de Cocody en particulier et l'école en général étaient confrontées? Une fois arrivé au pouvoir, les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Aucun amphithéâtre ne s'est ajouté à ceux déjà existants, ni aucune cité universitaire. Les bourses des étudiants, non seulement n'ont pas connu d'augmentation, mais en plus étaient soumises au rançonnage de la FESI en toute impunité. Laurent Gbagbo, c'est toi qui as dit à tout le monde ici qu'avec 10 milliards, tu mets fin à tous les problèmes qui existaient dans le monde académique. Mais quand tu as pris le pouvoir le 26 octobre 2000, faut nous donner le nouvel amphithéâtre qui a été construit dans une université en Côte d'Ivoire. Il n'y en a même pas eu zéro. Même zéro, il n'y en a pas eu. Est-ce que les étudiants ne dormaient pas à la belle étoile à ton époque? Est-ce que les étudiants n'étaient pas obligés de se prostituer pour pouvoir vivre? Est-ce que tu as augmenté la bourse des étudiants? Tu avais augmenté? Non. Mais tu as même créé la FESI pour rançonner les étudiants. Et ça se passait en toute impunité. Par ailleurs, les cas autrefois affectés au transport uniquement des étudiants n'ont pas été remis en service durant la décennie passée par Laurent Gbagbo au pouvoir. À l'époque du fouet, il y avait des bus qui prenaient spécialement les étudiants pour aller à l'université. Les étudiants n'étaient pas obligés de rentrer dans les bus de la Sotra. C'est avec toi, Laurent Gbagbo, que ces bus-là ont disparu. Tu n'as même pas pu arranger un pour que les étudiants puissent aller dignement à l'école. Les gens prenaient cours dans gazon à ton époque. Ah oui, tu as dit, oh. De la même manière que tu as dit que tu allais faciliter la vie aux Ivoiriens, et puis tu les envoies au cimetière là. En tout cas, quand tu es venu, tu n'as pas loupé les étudiants. Et donc tu vois, à vouloir trop parler, tes propos se retournent contre toi-même. À défaut, il aurait pu faire baisser le coût de la carte de bus, alors de 3 000 francs. Lui qui se disait soucieux d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Rien de tout cela n'a été fait. Bon, pour arranger les cas là, c'est difficile. Mais est-ce que tu ne pouvais pas au moins baisser les prix des cartes de bus des étudiants? Là encore, tu avais oublié. Bon, passons, ça c'est une autre histoire. Tu avais aussi dit que quand tu allais venir au pouvoir, que tu allais fixer le prix bord champ du cacao à 3 000 francs CFA. Une autre promesse non tenue de Laurent Gbagbo, du temps où il était aux commandes de l'État, c'est de fixer le prix du cacao à 3 000 francs CFA. Ici encore, Laurent Gbagbo, qu'il était alors, n'a pu faire guère mieux que fixer le prix bord champ à 950 francs CFA entre 2009 et 2010. C'est-à-dire la dernière année qu'il a passé au pouvoir. Tout au long de ces années précédentes, le prix bord champ oscillait entre 385 francs
de 2003 à 2004 à 700 francs CFA en 2008-2009. Loin, très loin donc des 3000 francs CFA promis. Laurent Gbagbo, pourquoi pendant 10 ans, tu n'as pas pu, même ne serait-ce qu'une seule campagne, durant une campagne, fixer le prix à 3000 francs? Alors que tu prenais l'argent pour donner à Chirac. Tu prenais l'argent, vous mettiez ça dans les tambours. Et puis les Sriki Vakaba la faisaient partir ça en France. On appelait ça l'affaire Mamadou. C'est toi aussi là, tu vas venir l'ouvrir encore. Mais tu ne te dis pas c'est à qui tu es en train de parler. Le meilleur prix que tu as pu donner là, ça n'a pas dépassé 950. Et ça c'était dans la campagne 2009-2010. Sinon là, les prix que tu as donnés ont toujours varié entre 385 et 400 francs CFA. Mais toi tu penses que toi, ce que tu as fait là, les gens ont oublié. Et tu viens l'ouvrir pour raconter des carabistouilles. Évidemment, ses partisans, eux, lui, auront beau jeu d'invoquer la situation de ni père ni guerre, née de la rébellion de septembre 2002, pour excuser les promesses non tenues, qui n'étaient en réalité qu'une promesse de Gascon. En réalité, là, il fallait être un clown pour savoir que Laurent Gbagbo était en train de tenir des propos dans le vide pour juste vous impressionner et pour prendre le pouvoir. Non seulement la promesse n'a pas été tenue, mais les réformes engagées par le régime de la refondation ont fait pshhh. Les responsables de la foultitude d'organes de gestion de la filière s'étant livrés à des détournements massifs des deniers publics. C'est avec Laurent Gbagbo qu'on a vu les planteurs brûler leur cacao. Est-ce que le désespoir peut dépasser un tel niveau? Les gens disent, on préfère brûler notre cacao. Quand on regarde les sacrifices qui ont été faits, c'est mieux on va brûler. C'est sous ton régime qu'on a vu ça. Et c'est toi encore qui sors aujourd'hui. Tu viens faire ce même exercice. C'est sous ton régime, Laurent Gbagbo. Les 2 milliards que tu as remis à Chirac, là, il faut dire c'est quitté où? Tu as pris l'argent des planteurs. Tu leur as fait croire que tu allais créer assurance maladie. Et tu as pris cet argent-là pour donner à Chirac. Si tu veux, j'ai déjà fait ça. Je te donne les numéros des chèques. Comment les détournements étaient faits. On peut le dire en face de tout le monde ici. Ça ne vous fait pas honte? Et ce que je dis là, nous pouvons le prouver. Et je l'ai déjà fait dans d'autres émissions. Et à plusieurs fois. J'ai donné les numéros des chèques, les montants. Comment vous avez fait pour récupérer cet argent? Comment ton ancien directeur de cabinet, Anoman, comment vous avez détourné cet argent? Aux oubliettes, la défense des valeurs démocratiques. Au nom des promesses non tenues de Laurent Gbagbo, la défense de certaines valeurs démocratiques, en l'occurrence, les libertés fondamentales, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corporalisation des médias publics. Du temps où il était dans l'opposition, il a promis ouvrir la RTI à toutes les obédiences politiques. Rien n'en a été. Durant la décennie passée au pouvoir, la télévision était corporalisée par son clan. N'avait voix au chapitre que ceux qui réclamaient son bord politique ou de la mouvance présidentielle. Laurent Gbagbo, tu as dirigé ce pays et on a vu comment les journaux de l'opposition étaient attaqués, comment des journalistes de l'opposition ont été massacrés, comment la RTI était devenue la radio 1000 collines du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce n'était que la promotion de la haine. Ce n'était que la promotion de la violence. N'avait pignon sur rue que les blé-goudés, les semeurs de haine et de troubles, les blé-goudés, les Odette Lorougnon, les Brogrébé et bien d'autres, à semer les messages de haine. On vous a vu ici. Et quiconque parlait se retrouvait au cimetière. Pourtant, tu avais dit que quand toi tu allais venir, qu'aucun journaliste n'allait être mort. Mais c'est sous ton régime qu'on compte le plus de journalistes qui ont été tués. Sous la refondation en 2005, Laurent Gbagbo en minuscule a traduit en justice Kombena Adjumani, alors ministre de la production animale, parce qu'il l'aurait accusé d'être le commanditaire du coup d'État de 99. Et cela au mépris de l'immunité que lui conférait son statut de membre du gouvernement.
Laurent Gbagbo, en 99 là. Pardon, en 2005. Adjoumani t'a dit les secs que c'est toi qui es le papa du coup d'État qui a été fait contre le PDCI. Quand tu as amené Adjoumani en justice, là, comment ça s'est terminé? Est-ce qu'il a été condamné? S'il n'a pas été condamné, ça veut dire que c'est toi le père du coup d'État de 99. Alors que Adjoumani, quand il était dans le gouvernement, il avait l'immunité en tant que membre du gouvernement. On se souvient encore qu'en 2004, c'est toi, Laurent Gbagbo, qui a fait expulser l'Ivoiro-Canadien, le docteur Antoine Awa Junior, alors conseiller du président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly. Tu as dit qu'aucun Ivoirien n'allait aller en exil, mais tu as fait expulser en 2004 l'Ivoiro-Canadien, le docteur Antoine Awa Junior. Il était le conseiller de Mamadou Koulibaly à l'Assemblée nationale. À l'époque, l'opinion avait crié à la violation de l'article 12 de la Constitution alors en vigueur, lequel stipule qu'aucun Ivoirien ne devrait être contraint en exil. Dans la Constitution de 2000, là, on dit qu'on ne devrait pas obliger un Ivoirien à aller en exil. Mais c'est qu'on vient de citer là. Est-ce que tu étais obligé d'expulser un Ivoiro-Canadien pour le contraindre à aller en exil? Et ce n'était pas le seul. En 2009, l'imam de la grande mosquée chiite de Marcory, il s'appelle Abdoul Kobeissi. Il était ivoirien à l'époque des faits. Mais tu l'as fait expulser, soit disant qu'il a violé la Constitution pour des raisons de sécurité. Tu as encore violé l'article 12 de ta propre Constitution. Autant de faits qui montrent à suffisance que Laurent Gbagbo, en minuscule, n'a pas toujours œuvré pour la défense des valeurs démocratiques du temps où il régnait sur la Côte d'Ivoire. Et donc, Laurent Gbagbo, on aurait pu passer toute la journée à citer tes insuffisances et tes carences, qu'on n'en finirait pas. Et donc, chers tous, c'est ce que nous pouvions faire aujourd'hui. On est extrêmement pris par le temps. Vous permettrez qu'on puisse faire lire l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini, le peu de temps qui reste, rapidement, on va laisser rapidement la parole à quelques personnes pour qu'elles puissent s'exprimer rapidement. Et on va fermer le direct. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre du rire aux larmes. Il est vrai que pour l'instant, Gbagbo nous fait rigoler. Mais jusqu'à quand? Ne nous voilons pas la face. Gbagbo n'a jamais été aussi inscrit dans une dynamique de vengeance que maintenant. Il veut forcément faire son dernier tour de scène avant de s'en aller tranquillement. Il est physiquement diminué. Et alors, est-ce que cela exclut qu'il demeure l'homme politique nuisible et manipulateur qu'il a toujours été? Sa force délétère, ce sont ses partisans que vous le laissez entretenir dans chacune de ses apparitions. Et vous pouvez me croire, ceux-là ne se sont jamais dévêtus de leur manteau de régionalisme et d'ethnicisme. Allez-y déblayer le chemin à Gbagbo Laurent, ce chemin qui mène vers la mort de dizaines, voire de centaines de nos enfants, encore une fois. Arrêtez Gbagbo dans son imposture, s'il vous plaît. S'il est vrai qu'il n'est pas inscrit sur la liste des candidats à l'élection présidentielle, il reste porteur d'une charge mortifère. Encore une fois, j'exhorte les autorités ivoiriennes à imposer le silence à cet individu qui tisse peu à peu sa toile mortifère. Il y va de la crédibilité et de la stabilité du pays. Car ce gars ne mérite vraiment pas qu'une goutte d'hémoglobine soit perdue à cause de lui. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc, comme dans une synergie des idées. Est-ce que quelqu'un qui ne tient pas ses paroles, on doit verser le sang pour cette personne? Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune valeur pour la vie d'autrui
on doit accepter que la personne puisse se répandre dans l'espace public. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs que Laurent Gbagbo est en train de promouvoir? Des valeurs qui ne peuvent nous niveler que par le bas. Ça veut dire tout ce qui peut faire honte. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo même incarne quoi dans notre société? Tout ce qui est de honteux. Et véritablement, comme l'a dit Mère Blanc, à un certain moment, même le laisser parler, c'est vraiment une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Et il serait plus que temps qu'on puisse lui imposer un devoir de silence. Parce que Laurent Gbagbo, avant de se retrouver en Côte d'Ivoire, ce qu'il ne dit pas aux grands, et ce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas qu'on vous dise, le greffe de la CPI lui a dit, tu seras libéré pour insuffisance de preuves. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a manque de preuves. Ça veut dire qu'on n'a pas eu suffisamment ce qu'on voulait contre toi. Mais tu peux choisir des pays où tu veux aller, où ta sécurité sera garantie. Laurent Gbagbo leur a dit, je vais retourner en Côte d'Ivoire. Les gens lui ont dit, ah, là tu nous mets dans une situation où les autorités qui sont là-bas n'ont aucune obligation à t'accepter. Mais nous allons toucher les Français pour qu'ils parlent au président actuel s'il peut assurer ta sécurité. On va donc signer un document. Si l'État de Côte d'Ivoire accepte d'assurer ta sécurité, en contrepartie, on t'a bien dit que si tu es libéré aujourd'hui, là, on n'a pas eu tous les arguments qu'on voulait. Il ne faut plus reprendre, ou il ne faudrait plus qu'on te retrouve dans ce qui t'a été reproché. Les propos violents, les propos à la haine. Et si vous vous souvenez très bien, après cela, ils ont fabriqué un faux document, que c'est Antonio Gutiérrez qui avait dit ça, que lui, il est très heureux. Le secrétaire d'Antonio Gutiérrez est sorti pour dire qu'ils veulent voir tous les Ivoiriens œuvrer dans le sens de la paix. C'est ce qui est écrit dans le même document qui a été signé par Laurent Gbagbo, par l'État de Côte d'Ivoire et le greffe de la CPI. Qu'il faut qu'il œuvre à la paix. Donc, il faut qu'il soit dans une volonté de ne pas mettre en danger la paix. Si tu veux que l'État assure ta sécurité, il ne faut pas mettre en danger la sécurité de l'État ou bien le climat social. Mais c'était mal connaître Laurent Gbagbo. Une fois rentré en Côte d'Ivoire, il a chié dans le document là. Et puis il a remis ça à la CPI et puis au gouvernement ivoirien. Mais il n'y a pas de problème, cher, mais ne vous inquiétez pas. La volonté de destruction de Laurent Gbagbo, la charge mortifère, comme vous l'avez dit qu'il porte là, on va lui retourner cela. Et avec une rigueur implacable, lui et ses partisans. Et donc, le gouvernement peut faire ce qu'il a à faire. Ce que moi je vous recommande, vous les populations, quel que soit ce que 2025 va être, chacun doit défendre sa vie en prenant des dispositions pour défendre sa vie. Quelqu'un t'attaque, il ne faut même pas rentrer dans les demi-mesures, il faut neutraliser la personne. Vous n'allez pas attaquer quelqu'un, mais vos biens et vos vies, si vous ne les défendez pas, en tout cas, il n'y aura pas plus bête que vous. Et puis, eux ne peuvent pas continuer. Depuis 1990, Laurent Gbagbo, tu menaces les Ivoiriens, tu menaces la paix sociale, tu menaces l'environnement, alors que tu n'apportes rien. Hey, quand tu vis dans un mal sans fin, là, tu peux mettre fin à ta propre vie. Ou bien, le mal là, ça ne va pas finir. On est prêt cette fois-ci là. Même si on doit tous mourir là. On est prêt à le faire cette fois-ci. Mais on ne va plus accepter. Tu as menacé nos parents. Tu as menacé nos aînés. Tu veux nous menacer aujourd'hui, Laurent Gbagbo, tu mens. Toi et puis tes partisans là. On va faire aussi vos charniers en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait charnier, non? En 2025 là, il y aura charnier de gore. Parce que ce que vous avez fait aux autres, n'ayez pas peur qu'ils vous retournent le bâton. Et nous sommes déterminés cette fois-ci. Et tout ce que les uns et les autres diront, les faits vont se constater.
On va voir s'il fait charnier. Si c'est bon ou pas, là. Cette fois-ci, là, c'est votre tour. Et vous allez voir de quoi il est question. Mesdames et messieurs, nous avons fini. Nous avons réellement que 15 minutes. Donc, je vais laisser 2 minutes à ceux qui veulent vraiment la parole ou bien qui ont vraiment quelque chose à dire. On va vous laisser 2 minutes pour vous signaler rapidement. Et donc, ceux qui veulent la parole, signalez-vous en même temps. Sinon, le direct, il est déjà terminé pour dire en vrai, parce qu'on est déjà pris par le temps. Et donc, si vraiment il y a des personnes qui ont vraiment quelque chose à dire, signalez-vous rapidement pour qu'on puisse vous laisser ce temps. Et si vraiment il n'y a personne, comme on l'a dit, on ne va vraiment pas on va pas perdre le temps. On va fermer le direct en ce moment et pour que moi aussi je puisse m'apprêter aussi pour reprendre la route du travail. Et comme je l'ai dit, même les 2 minutes c'est assez. Et donc je vais faire l'effort de laisser 15 minutes et pas plus. Et donc vraiment, ceux qui veulent la parole, il reste encore 1 minute. On va attendre jusqu'à ce que ces 1 minute là soit atteinte. Et donc, présentez-vous rapidement. Ne vous présentez pas après les 2 minutes. Parce qu'on ne pourra pas vous prendre. Et comme je l'ai dit là, quand on est coincé par le temps, on n'a pas d'autre choix. Et donc, il y a Mère Sally qui s'est signalée. Elle est la seule pour l'instant. Et donc, si elle est la seule personne pour l'instant, on va donc fermer le direct après elle et pouvoir procéder. Et donc, on va attendre de voir si peut-être il y a une autre personne ou bien d'autres personnes qui veulent se signaler. On va toujours attendre pour voir. Et donc, je dis merci déjà. Lorsqu'on aura dit que c'est fermé, s'il vous plaît, n'appelez plus ou bien ne vous signalez plus, on ne pourra pas vous prendre. Ça sera peine perdue parce qu'on est déjà coincé par le temps. Et donc, s'il n'y a personne autre que Mère Sally connaît, ça sera avec elle que nous allons faire. Et donc, nous ne prendrons plus personne. C'est avec elle que nous allons fermer. Et donc, elle pourra utiliser le temps qui est là. Et lorsqu'elle aura fini, on va fermer le direct. Nous disons donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci de nous faire confiance. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, on va bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser votre temps de parole. Et quand vous aurez fini, vous faites directement la conclusion et on va fermer. Et donc, pour ma part, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux. Et je l'ai dit, nous ne sommes plus au stade où les gens doivent écouter ce que nous disons. Vraiment, tous ceux qui savent que ce que nous disons n'est pas bon. Et tous ceux qui savent que ce que nous disons ne peut pas les aider dans leur vie, ne nous écoutez pas. C'est vraiment important pour vous-même. Parce que nous sommes dans une dynamique où ce qu'on est en train de dire là, si toi tu nous écoutes, que tu sais que ce qu'on dit est vrai là, il faut prendre des dispositions pour mettre ça dans la réalité. Il faut appliquer ça dans ta vie. On donne beaucoup d'informations. C'est à vous, les vrais élèves de la classe, d'aller vers la réalité, d'essayer ce qu'on dit, de venir nous dire ça marche ou ça ne marche pas. Nous, on ne vit pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a les informations, on vous donne. C'est à vous d'aller sur le terrain. Mais en tout cas, du mieux que nous pouvons et de façon la plus honnête possible, nous vous disons ce que nous pensons être vrai et nous vous disons ce qui est. Et quand on dit des choses ici, on ouvre toujours la possibilité d'être contredit. Et donc, c'est à vous-même de voir la réalité. Ce ne sont pas seulement des émissions à écouter, mais ce sont des choses qu'il faut appliquer dans vos vies. Et donc, chers mères, c'est ce que je voulais ajouter et dire merci. Donc, vous prenez votre temps. Quand vous avez fini, vous faites la conclusion et c'est là qu'on va fermer. Ok. Bonjour, merci, cher frère. Merci pour tout. Merci pour tout le combat que tu mènes. Vraiment, merci pour tout cet éveil de conscience. Merci pour toutes ces informations que tu nous donnes chaque jour concernant notre pays. L'éclaireur, tu pourrais t'asseoir et dire que je m'en fous. Mais non, tellement tu as l'image de ton président, le très cher Papa Ado, tu ne peux que lutter pour ta population. Tout ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi, c'est pour nos parents, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et nous te disons vraiment merci. D'abord, je vais dire bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce vendredi saint que Dieu nous a donné. Vraiment, bon vendredi à tous.
Bon Juma Moubarak à tous et vraiment que Dieu Tala nous garde dans sa miséricorde et qu'il continue de veiller sur nous et qu'il nous laisse toujours, qu'il nous guide toujours sur le grand chemin qui est le chemin de la vérité. Vraiment, merci à tous ceux qui sont du côté de TikTok. Merci pour tous ceux qui t'apportent. Loulou de maman, vraiment merci pour tous les cœurs que tu mets pour protéger le live sur TikTok. TikTok, le live que vous écoutez, je ne fais que vous répéter. Ça a été, comme ça a été la première semaine, je ne vais pas trop parler. C'est le live que l'éclaireur fait en direct, que je vous transmets en direct aussi. Donc si vous ne tapotez pas pour protéger là, si on coupe là, moi je m'en vais derrière lui sur Facebook. Hein. Voilà, si vous ne coupez, si vous faites pas un coup, je m'en vais derrière lui sur Facebook. Alors c'est sur TikTok que tous les mensonges se font. Donc on fait l'effort de vous transmettre ça en direct sur TikTok. Donc vous les EPV qui êtes là, vous qui aimez la vérité là, mettez les cœurs pour protéger, envoyez même des fleurs, envoyez des cadeaux pour seulement protéger le live. Voilà, nous on n'est pas pour de l'argent, nos pages ne sont pas monétisées. Nous sommes là seulement pour pouvoir véhiculer le message. Et seul le message peut amener des gens à sortir des ténèbres. Donc, si vous êtes sur TikTok, tapotez, voilà, et puis envoyez des fleurs souvent pour montrer à TikTok que, voilà, notre page à nous concerne. Parce que ce sont les cadeaux là qui protègent les pages au fait. Voilà, envoyez les cadeaux si vous pouvez, ou bien tapoter, envoyez les fleurs. Si vous ne pouvez pas envoyer les fleurs, mettez au moins les cœurs pour protéger. Parce que ça se coupe là. Moi-même, le rejoins sur Facebook, hein. Parce que c'est à cause de TikTok que je reste avec vous pour suivre le live, pour ne pas qu'on coupe, pour que le message puisse passer. Donc vraiment, l'éclaireur, merci pour tout ce que tu fais. L'éclaireur, Gbagbo Laurent ne va pas changer. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Gbagbo Laurent n'a jamais aimé les Ivoiriens. Si on veut dire, on dit Gbagbo, mais on dit, non, mais cette opposition-là même, est-ce qu'il doit aimer un jour les Ivoiriens? C'est des gens qui ne pensent qu'à eux. Des gens qui disent qu'il faut qu'on détruise le pays parce qu'eux, ils ne sont pas présidentiables. Ça veut tout dire. Mais les Ivoiriens même doivent s'asseoir et puis s'interroger, et puis réfléchir. Quand ils étaient en train de dire au président, donc il ne peut pas se présenter là. Mais le président va dire brûler. Et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Est-ce que des vaillants combattants avec IB qui se sont levés pour dire non, nous sommes trop marginalisés, nous on s'en fout, comme de la manière aujourd'hui les Ivoiriens disent, ils s'en foutent, les partisans du RDR, on va vous dire oui, ils disent qu'ils s'en foutent cette année de ce que le président va leur dire de faire, c'est la même chose que les militaires ont fait. Ils ont dit, hey, nous là, on a attaqué, nous on est marginalisés, on est maltraités, on ne peut pas nous asseoir pour être maltraités. Nous allons prendre nos bras le corps et puis faire le combat. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que le président pouvait dire, mais brûler la Côte d'Ivoire, il ne l'a jamais fait? Mais pourquoi c'est ceux-là, ces opposants n'ont jamais aimé l'Ivoirien? Mais l'Ivoirien, nous doit comprendre que ce n'est pas la manière de faire la politique qui est là. Il faut que la politique se fasse autrement. Voilà pourquoi nous demandons l'implication de la justice. C'est la justice qui peut vraiment assainir ce côté politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes très en retard sur les Occidentaux. Nous sommes très en retard sur la politique des Européens. Nous sommes très en retard sur la politique qui se pratique derrière l'eau. Chez ceux qu'on coupe pour partir nous abriter là. C'est pourquoi je suis content de la manière dont Donald Trump est en train de faire. Je suis désolé. Mais si c'est parce que vous formez la guerre chez vous que vous pouvez venir chez les gens. Et si ça va chez vous là, est-ce que vous allez aller quelque part? C'est ce qu'il est en train de dire aux gens au fait. Donc c'est à nous maintenant d'aimer nos pays, de protéger nos pays pour éviter cela. Parce que les gens rentrent illégalement sur son territoire. Voilà pourquoi il dit qu'il ne veut plus ça. Mais pourquoi vous créez la chiennerie au pays et puis vous courez pour aller chez les gens? Pourquoi? Et moi, j'aimerais que si tous les blancs là, les Européens pouvaient agir ainsi, vous allez voir que l'Afrique, on va s'aimer entre nous. Mais ne pas comprendre, l'opposition de la Côte d'Ivoire n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas qu'on se mange. Parce que c'est eux qui veulent forcément que les gens meurent pour de la politique. Pourquoi? Alors chez les blancs là-bas, les gens ne meurent pas pour la politique. Les gens même s'en foutent de la politique là-bas. Tu pardonnes même aux gens d'aller s'inscrire pour aller voter. Ils s'en foutent au fait. Parce qu'ils vivent bien. Tant que leur vie n'est pas menacée, eux s'en foutent. C'est ça, c'est comme ça l'Ivoirien doit réfléchir. Mais on ne peut pas rester là en train de faire de la politique avec ces gens, des gens qui n'aiment que la mort de l'Ivoirien, le sang de l'Ivoirien. Et ils veulent protéger eux-mêmes leur propre sang. Chers Ivoiriens, il est temps qu'on s'asseye, qu'on se dise la vérité. Et réfléchissez à vous-même, réfléchissez à votre propre vie. Et c'est ce que le président a dit, l'Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, c'est le comportement. C'est vous qui devez montrer l'Ivoirien nouveau à ces opposants qui ne finissent jamais de vouloir vendre votre vie à la mort. L'éclaireur, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'éclaireur, je m'arrête. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Et l'éclaireur, il y a quelqu'un qui a posé une question sur TikTok. Il dit que c'est où en est-on arrivé avec l'histoire d'Assalé Timoko et la famille Traoré?
Voilà, Effectivement, donc je ne sais pas si tu n'as pas le temps de répondre aujourd'hui, c'est pas grave, mais c'est la question qui a été posée sur TikTok. non, effectivement, moi-même, j'en suis à me poser la même question et je n'ai pas effectivement encore fait des recherches, mais je vais demander et me renseigner et dès que j'aurai quelque chose, je vais aussi le dire. Comme c'est un procès qui est en cours et c'est vrai, on attend toujours, mais aussi il faut qu'on pousse les choses pour qu'on nous donne un résultat le plus vite possible. Parce que ceux qui sont là pour désigner les gens dans le faux sur les nationalités et autres, sur leurs identités, c'est des choses qu'il faut décourager le plus rapidement possible. Et on attend que vraiment toute la lumière soit faite sur cette histoire-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore le verdict final. Et donc, je ne peux pas dire quelque chose, mais je peux au moins me renseigner et puis lui revenir. C'est ce que je voulais dire. Merci. Et donc, à vous-même, on dit merci de permettre à nos frères et sœurs, nos parents qui sont sur TikTok de pouvoir nous suivre. Et vraiment, merci pour cet effort et merci à tous les élèves de la classe. Et donc, on va vous laisser faire la conclusion pour fermer l'émission du jour. Ok, merci cher frère. Merci vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui. Que Dieu vraiment lui donne santé, longévité toujours. Parce que oui, c'est lui le vrai politique de la Côte d'Ivoire. Et vraiment que Dieu lui donne santé, longévité avec tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont vrais autour de lui. Que Dieu lui donne santé, longévité. Et que Dieu protège nos forces de l'ordre qui sont toujours là au four et moulin pour nous donner la paix et la sécurité. Parce que sans eux là, on ne peut pas avoir de développement. C'est grâce à eux aujourd'hui que tout le monde circule en Côte d'Ivoire tranquille. Les gens voyagent même la nuit. C'est grâce à nos forces de l'ordre. Et que Dieu continue de les protéger avec tous ses anges pour qu'ils continuent de nous donner cette sécurité et cette paix. Et vraiment que Dieu te protège toi-même, éclaireur, et tous les EPV. Parce que c'est grâce à vous que vraiment les gens apprennent vos paroles, vos dires pour aller combattre les opposants sur TikTok. Vraiment, merci à toi, l'éclaireur. Que Dieu te protège toujours et vraiment qu'il te rehausse au-delà de tes espérances. C'est que tu ne penses même pas où Dieu peut t'envoyer, qu'il t'envoie là-bas. Parce que vraiment, l'éclaireur, tu es utile, tu as été très utile. Dieu savait que ce président avait besoin d'un enfant comme toi. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à tous les EPV. Bon dimanche à tous. Bon vendredi à tous. Et bon début de week-end à tous. Que Dieu nous protège. Demain, un autre jour. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Puisse Dieu agréer toutes les prières et les bénédictions qui ont été réalisées et qu'il puisse les répandre sur nous tous. Et que Dieu mette sa grâce sur chacun de nous. Et que Dieu aussi accorde sa clémence à tous ceux qui sont décédés, parce que c'est lui le grand et le compatissant. Et tous ceux qui sont malades, puisse Dieu leur donner la santé. Et quels que soient les problèmes que nous avons, il est mieux de croire en Dieu que de ne pas. Au moins, ça, c'est un exercice qui est simple. Parce que même si tu crois en Dieu, qui n'existe pas, tu n'as rien perdu, comme disait quelqu'un. Mais bon, si tu crois au moins, ça te permet d'éviter la drogue. Parce que déjà, la foi, c'est déjà une barrière qui te permet de ne pas tomber au fond. Et chers tous, merci à chacun, merci à tous les EPV. Merci à Mère Delphine Bougnac, qui est une EPV à 100%. Et merci à tous les EPV. Merci à Aziz Diomandé. Et merci à tout le monde. On ne pourra pas citer vos noms. Et surtout à vous-même, les mères qui animez la plateforme. Vous toutes, vraiment, vous êtes salués. Et continuons ce combat. Et merci au docteur président qui, grâce à lui, la Côte d'Ivoire est en paix. Nous sommes vraiment reconnaissants. C'est vrai que nous n'avons pas grand moyen, cher président. C'est vrai aussi que les gens disent que nous sommes les petites mains. C'est vrai. Mais ce qui est entre toi et nous, là, c'est la sincérité. Et le vieux, on ne va pas te trahir. Le vieux, nous, là, on ne va pas te trahir. Fais-nous confiance. Le vieux, nous, on ne va pas te trahir. Parce qu'on sait ce que tu as vécu. Mais fais-nous confiance. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Tu as protégé nos familles. Un homme n'est rien sans dignité, papa. Tu nous as donné notre dignité. Merci beaucoup. Chère mère, je vais dire merci et puis je m'arrête. Merci beaucoup.
Merci. Merci infiniment, cher frère. Ce merci-là en dit beaucoup. Ta manière même de dire merci au Père, ça en dit beaucoup. Vraiment, nous lui disons merci, l'éclaireur. Nous lui disons merci pour toutes nos vies sauvées par lui. Oui, pour toutes les vies des Ivoiriens qui ont été sauvées par lui. Nous lui disons infiniment merci. Et le merci, là, on ne peut même pas te payer pour ça, Papa Ado. Mais nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est merci. Et comme l'éclaireur t'a dit, jamais tu ne seras trahi par lui et par ses élèves. Inch'Allah. Merci l'éclaireur.